Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Cette vidéo, je vais l'intituler « L'historien face à la documentation ». Je me souviens que quand j'ai eu à utiliser dans mes travaux le travail, à mon avis, considérable et important, réalisé par la radio, la RTI, à travers l'émission Connais-tu mon beau pays, animée par M. Jules Kofi Ebois, j'ai vu qu'il y a un de mes maîtres qui m'a interpellé. Il m'a dit, mais Alou, pourquoi est-ce que tu utilises ces informations-là? Il lui a dit, mais maître, c'est vous-même qui nous avez enseigné qu'il ne faut rejeter aucune documentation, qu'il ne faut rejeter aucune source, et que ce qui compte, c'est la critique que l'historien jette sur la documentation, c'est ça qui compte. Donc, le travail que je fais, je vais utiliser la critique pour voir les faits vraisemblables dans cette documentation ou les faits non vraisemblables. Donc, il ne faut rejeter aucune documentation. Vous voyez, il ne faut rejeter aucune documentation. C'est important. Mais regardez aujourd'hui, même dans cette affaire de la guerre en Ukraine, on a vu et on voit encore la manipulation de l'information. Oui, la manipulation de l'information. Mais d'ici peut-être 50 ans ou 30 ans, est-ce que cette manipulation de la documentation à travers des médias mainstream, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, etc., et que ce soit à travers des reportages de journalistes, est-ce que les historiens qui vont utiliser cette documentation vont la rejeter? Non, ils ne doivent pas la rejeter. Parce que même quand quelqu'un ment sur des faits, le problème, c'est de découvrir où est le mensonge et de voir pourquoi est-ce qu'il a menti. Le pourquoi du mensonge est très important parce que ça éclaire l'histoire. Le pourquoi du mensonge éclaire l'histoire. Vous voyez? Donc, pour l'historien, aucune documentation n'est à mépriser ni n'est à rejeter. Il faut l'examiner simplement en utilisant les supports scientifiques de l'historien, c'est-à-dire la critique interne et la critique externe. Donc j'espère que cette vidéo-là, les étudiants vont la partager, surtout ceux qui font la recherche, soit qui font le Master 2 ou bien qui font une thèse en histoire. Vous voyez? Quand quelqu'un ment sur un fait historique, il y a une raison. Par exemple, on a vu, concernant l'histoire de l'Égypte antique, de l'anti-histoire. Oui, on a vu de l'anti-histoire. D'égyptologues européens. Jusqu'à ce que des travaux comme ceux de Cheikh Anta Diop, du professeur Cheikh Anta Diop, viennent mettre en nu cette anti-histoire, ces mensonges historiques. Mais il a fallu prouver en quoi est-ce que ces écrits-là sont des mensonges historiques et pourquoi est-ce que cela a été fait. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut rejeter aucune documentation. Oui. La manipulation de l'information. L'historien est outillé pour, je peux dire, la faire apparaître à travers la critique interne et la critique externe, à travers la confrontation des informations. Vous voyez? Donc c'est cela. Donc, il ne faut rejeter aucune information. Voyez-vous, je me souviens quand j'étais étudiant, il y a un test qui a été proposé, qui était tiré d'un ouvrage, où l'auteur voulait montrer, d'ailleurs, c'était même pas un historien, c'était un journaliste qui voulait faire œuvre d'historien, qui voulait montrer que l'Égypte antique a été dominée par des tribus libyques. Oui. Et il y avait beaucoup de contes vérités
dans cette documentation-là. Mais à l'analyse de la documentation, d'abord, on s'est rendu compte que l'ouvrage même a été une commande, l'ouvrage a été commandité par le guide de la Jamaïria, Muammar Kadhafi. Deuxième chose, à l'examen, on sait qu'en fait, les anciens Nessout, parce que le vrai titre du pharaon, c'est Nessout, qui veut dire celui qui vient du sud. Alors, on ne veut pas utiliser ce terme-là, on utilise pharaon, pharaon. Mais vous voyez, là encore, c'est un fait qui révèle un aspect de l'histoire, selon la mentalité de la contre-histoire et de l'anti-histoire qu'ont fait les anciens, qu'ils ont fait les égyptologues européens. Parce que le vrai titre de celui qu'on a appelé improprement pharaon, c'est Nessout, qui veut dire celui qui vient du sud. Alors si on dit que celui qui vient du sud, si on utilise le terme de Nessout, on se rend compte immédiatement que les différentes dynasties réelles de l'Égypte antique sont des dynasties de noirs, de population noire. D'ailleurs, l'intrusion des groupes, soit sémites, que ce soit les Hyksos, ou bien que ce soit les Perses avec Cambyse, que ce soit les Macédoniens avec Alexandre le Grand et ses soldats, que ce soit les Romains, tout cela, dans son ouvrage, Manéthon ne les considère pas comme faisant partie des dynasties qui se sont succédées sur le trône de l'Égypte antique. Non. Il ne les considère pas comme faisant partie des dynasties de l'Égypte antique. Mais vous voyez. Mais on veut utiliser le terme de pharaon, dont la racine vient de la grande maison. Parce qu'en fait, le palais du Nessout, c'est la grande maison du pays. D'ailleurs, ce terme de grande maison, de grande cour, on retrouve ça chez les Akans. Le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. On va dire Ohinifié, c'est-à-dire la cour du roi. Par exemple, chez les Aïeux, on dit Aoulot Piri, c'est-à-dire la grande cour, parce que c'est là que le roi réside. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que là où le roi réside, c'est la grande cour, c'est la grande maison. Vous voyez? Et c'est la grande maison qu'on utilise pour désigner la personne du roi, c'est-à-dire du Nessout. Ça fait problème. Donc vous voyez que c'est une manipulation de l'égyptologie européenne. Parce qu'on ne veut pas que l'on se rende compte que les Nessout étaient tous des Noirs. Voilà le problème. Quelquefois, même parlant de, je ne sais pas si c'est la 18e dynastie ou bien la 25e dynastie, on dit les pharaons noirs. Parce que ceux-là sont venus directement de Nubie. Parce qu'ils sont venus rétablir les faits et chasser les usurpateurs. Ils sont venus chasser les usurpateurs à peau claire. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez. Donc, l'historien ne rejette point de documentation. Non. Mais il passe la documentation au tamis de la critique interne et de la critique externe. Vous voyez, c'est très important. Donc, il ne faut rejeter aucune source. Parce que quelquefois, je me suis entendu dire, mais professeur Alou, mais pourquoi est-ce que vous utilisez la Bible? Mais la Bible aussi, c'est une source. Il y a des informations là-dedans. C'est ce que l'historien en fait, c'est ça qui compte. Et c'est ça le travail de l'historien. Vous voyez, c'est ça. Donc, chers étudiants, qui faites des recherches sur l'histoire, notamment vous qui faites des thèses ou bien des masters, sachez qu'aucune source n'est à négliger. On le voit aujourd'hui dans la guerre en Ukraine, on le voit. Quelquefois, on fait de la manipulation, on indique des fake news, des films tournés, on utilise ça comme étant des faits réels qui sont passés sur le théâtre des opérations en Ukraine. Vous voyez. Mais c'est à l'historien d'utiliser l'outil de la critique historique pour... Parce que, je veux dire, cet outil-là de la critique interne ou externe est valable même pour analyser les informations qu'on nous donne aujourd'hui. Oui, les informations qu'on nous donne aujourd'hui. Parce que quand on voit, par exemple, les médias mainstream
sur la guerre ou le conflit en Ukraine, ces informations disent toute la même chose. Toute la même chose. Et comme vous entendez qu'elles disent toute la même chose, que ce soit les informations qui viennent des journaux écrits, qui viennent des journaux télévisés, etc. Mais si vous n'avez pas l'esprit critique de l'historien, vous allez dire, mais comme eux tous ils ont dit la même chose, donc c'est que c'est vrai. Or non. Or non, il faut utiliser la critique interne et la critique externe pour se rendre compte que non, que ce sont des informations fausses qui sont délibérément diffusées. Vous voyez? Par exemple, on a vu le cas de Kiev. On dit non, que l'armée ukrainienne a repoussé les soldats russes qui étaient à Kiev. Oh non, les soldats russes qui étaient à Kiev se sont retirés délibérément. Ils se sont retirés délibérément. Ce n'est pas qu'ils ont été repoussés par une contre-attaque de l'armée ukrainienne. Non, ils se sont retirés délibérément parce qu'ils ont décidé de faire une progression à partir du sud, notamment du sud de l'Ukraine, notamment la région du Donbass. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc il ne faut rejeter aucune information. Et puis je voudrais rendre aussi un hommage au doyen Jules Kofi-Yeboah, que je rencontre souvent, vraiment un homme de grande valeur, de grande qualité. Vous voyez? Le travail qu'il a fait est considérable. Ce qui fait mal, c'est que ce travail n'a pas été conservé aux archives de la RTI. Mais comment vous pouvez faire un travail si considérable? Parce que le doyen, M. Jules Kofi-Yeboah, il a rencontré des anciens qui étaient des dépositaires de l'histoire de nos ethnies, de nos peuples de Côte d'Ivoire. Et on a enregistré d'autres choses sur ces mêmes bandes. Et ces bandes-là sont dans un état lamentable parce qu'on ne les a pas numérisées. On ne les a pas numérisées. Cela veut dire que les autorités de la RTI n'ont pas eu le souci de l'histoire. N'ont pas eu le souci de l'histoire. Comprenez? N'ont pas eu le souci de l'histoire. Parce que tous ces anciens qui étaient des dépositaires des traditions, des coutumes et de l'histoire de nos populations sont partis. Ils ont rejoint les ancêtres. Ils sont partis dans l'au-delà. Ils ont rejoint les ancêtres. Vous voyez? Or, M. Jules Kofi-Yeboah a recueilli tout ce que ces anciens-là savaient. Il a recueilli tout ce que ces anciens-là savaient. Mais moi, Dieu merci, je suivais cela, toutes ces émissions-là. Je les enregistrais, moi-même je les enregistrais d'abord sur cassette. Et puis, j'ai pris la précaution de faire des annotations sur papier, par écrit. Parce que par la suite, je me suis rendu compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ces cassettes à bande n'étaient plus utilisables. C'était abîmé. Heureusement que les annotations sur papier, je les ai conservées. Je les ai encore. Et donc, j'utilise ces informations-là. À juste titre d'ailleurs. À juste titre d'ailleurs. Vous voyez, c'est cela. L'historien ne rejette aucune documentation. Aucune. Parce qu'une documentation est claire. Même si elle est truffée de mensonges, elle est claire. Pourquoi est-ce que le livre commandité par le doyen de la Jamaïria, par le chef de la Jamaïria, Muammar Kadhafi, il a commandé cet ouvrage-là auprès de ces journalistes? C'était pour justifier peut-être des velléités hégémoniques vis-à-vis de l'Égypte actuelle. Mais l'Égypte actuelle n'est pas l'Égypte des Nessout ou des pharaons, si vous voulez. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc même le mensonge, derrière le mensonge se profile la vérité. Je répète, derrière le mensonge se profile la vérité. C'est pour ça que même une documentation mensongère, on ne la rejette pas. On l'utilise pour éclairer les faits. Et pour savoir pourquoi est-ce que les gens ont menti. S'ils ont menti, c'est parce qu'ils voulaient protéger certains intérêts. Ils voulaient mettre en avant certains intérêts. C'est très important. Ils voulaient mettre en avant certains intérêts. C'est tout. Vous voyez. Donc, toute documentation est à utiliser. Elle n'est point à rejeter. Même quand elle est truffée de mensonges. C'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo-là. Je salue les étudiants qui font de la recherche. Ceux qui font le master de recherche en histoire. Ceux qui font le master, qui font la thèse. La thèse unique en histoire. Et aussi tous ceux qui font la recherche
tous les étudiants qui font de la recherche. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais pour ceux qui veulent être des historiens, je l'ai dit tout de suite, en conclusion, l'historien ne rejette aucune documentation, aucune source, aucune information. Ce qu'il fait, c'est que il jette un regard critique sur cette documentation pour en extraire les faits, pour en extraire la vérité où la vérité est dissimulée. C'est ça le travail de l'historien et ça c'est très important. Même les détenteurs de la tradition orale et des informations ne peuvent pas faire cela. Ça c'est l'historien seul qui peut le faire. Grâce à l'outil de la critique interne, grâce à l'outil de la critique externe. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.